C'est vrai que ce soir, on va aborder un thème complexe. Et je vous présenterai tout à l'heure mes invités, mais pour ce thème complexe, je préférais varier les approches. Donc on aura ce soir des approches morales, philosophiques, sociologiques, techniques, technologiques, politiques peut-être, morales sûrement. Parce que la question est vraiment d'une grande difficulté et en même temps, c'est la question que nous nous posons tout le temps, quoi, que chacun d'entre nous se pose, de savoir qu'est-ce que nous laisserons effectivement à ceux qui vont venir après nous, étant donné que ce que nous faisons maintenant n'est pas de bon augure, puisque on pourra, je vous lirai tout à l'heure un certain nombre de proclamations qui a été faites par l'ONU dans les années 90. On pourrait les relire entièrement, je vous donnerai les références et vous verrez que strictement rien n'a changé et que donc la question se pose d'autant plus aujourd'hui avec urgence, parce que nous savons que nous allons vers, si nous continuons sur cette pente, nous laisserons que des terres arides et détruites, peut-être des milieux détruits, et peut-être aussi des milieux humains qui auront plus de mal à être qualifiés précisément d'humains. Donc nous, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est comment peut-on effectivement conserver l'humain sur une terre viable. Et c'est une question qui vous intéresse si vous êtes très jeune, qui vous intéresse si vous êtes très vieux, parce que c'est une question à laquelle aujourd'hui nous ne pouvons pas échapper. Voilà, je vous remercie encore une fois et vous trouverez nos revues effectivement à la sortie, encore une fois, dans le site philomonaco.com. Vous avez l'occasion de revoir en vidéo toutes les prestations qui ont été faites dans les différents lieux de Monaco depuis 4 ans. Voilà, merci beaucoup. J'appelle mes invités, s'ils peuvent monter, et on va commencer à parler du sujet. Pour commencer, je voudrais vous citer un mot de Marx, mais pas de Karl, hein, de Groucho Marx, qui a été repris par Woody Allen. C'est un mot que je trouve extraordinaire. Groucho Marx disait ceci: mais au fond, qu'est-ce que les générations futures ont fait pour moi pour que je doive m'occuper d'elles? Voilà. Donc je crains hélas que ce soir on ne pourra pas s'en sortir par une blague. Mais il est vrai que la question quelle humanité pour les générations futures est si ample et si lourde qu'on préférerait en effet la laisser aux générations futures. Le terme même d'humanité est effrayant. Il ne désigne pas seulement l'homme, les hommes, car la question « quels hommes laisser aux générations futures » n'a pas beaucoup de sens. On ne laisse aux générations futures que des défunts. Et même cette phrase-là fait question. Il pourrait peut-être renvoyer à l'ensemble des données, des pratiques, des savoirs, des milieux que l'homme utilise pour fabriquer son humanité. Et donc impliquerait que par humanité, on entende l'ensemble des rapports privés que les hommes nouent entre eux, les rapports publics, les rapports sociaux, les rapports politiques, les rapports entre fonctions et rôles, les rapports à l'État, à la nature, aux autres êtres vivants, à la culture, à la technique, mais aussi à des entités métaphysiques ou des divinités, et aussi au passé, à l'histoire, à la tradition, à la mémoire, aux morts, etc. Dès lors, la question pourrait se formuler de la façon suivante. De quelle façon les générations futures doivent-elles façonner, les générations vivantes, pardon, doivent-elles façonner l'ensemble de ces rapports interindividuels, sociaux, politiques, écologiques, culturels, pédagogiques, mémoriels, techniques, de sorte que les générations futures qui en héritent puissent, en les tissant ou en les retissant à leur façon, continuer à construire leur humanité telle qu'ils la souhaitent. C'est dans cette optique que je vous ai fait allusion tout à l'heure à la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies, qui date donc de 1997. Il constatait ceci: constatant que le sort des générations à venir dépend dans une large mesure des décisions et mesures prises aujourd'hui et que les problèmes actuels de pauvreté, de chômage, d'exclusion, la discrimination et les menaces pour l'environnement doivent être résolus dans l'intérêt des générations tant présentes que futures, la conférence établissait un certain nombre d'articles. 12 exactement. Je ne vais pas vous les lire parce que sinon ça nous prendrait jusqu'à 21h. Mais je vous lis une au hasard quasiment et après on pourra généraliser.
les générations présentes doivent s'efforcer d'assurer le maintien et la perpétuation de l'humanité dans le respect de la dignité de la personne humaine. Les générations présentes doivent assurer la garantie que la terre pourra être cultivable et vivable, que la nature sera protégée, que l'éducation produira des citoyens responsables, que chacun aura la possibilité de choisir le système politique dans lequel il veut vivre. Bref, il énumérait à peu près toutes les questions dont doivent se charger les générations présentes, de façon à laisser aux générations futures le soin de se constituer en humains. Ces proclamations, on le voit, ils ont été édictées il y a plus de 20 ans, en ignorant évidemment la révolution digitale et pour cause qui a eu lieu, sont quasiment restées lettres mortes. Elles ne se souciaient pas en effet de fixer les conditions de possibilité des devoirs qu'elles ne faisaient qu'énoncer et ne soulignaient guère la difficulté à laquelle expose la dialectique entre liberté et responsabilité. On ne va pas ici refaire l'histoire millénaire du concept de liberté, analysé selon 1000 façons différentes dans des perspectives métaphysiques, psychologiques, existentielles, politiques et dans des contextes historiques variés. Pour accéder directement au lien avec la responsabilité, on peut juste rappeler la distinction que faisait Max Weber entre une éthique de la conviction, selon laquelle on doit agir en suivant des principes fondamentaux absolus, sans tenir compte des conséquences qui peuvent en dériver. Par exemple, il faut toujours dire la vérité, ou en négatif, il ne faut jamais mentir. Et une éthique de la responsabilité, selon laquelle on doit certes agir selon des principes, mais en tenant compte des résultantes possibles de leur application. Si dire la vérité met en danger la vie d'une personne, alors on doit mentir. Les deux conceptions ne s'excluent pas. De fait, elles sont à l'œuvre de concert dans quasiment toute forme d'agir. Mais l'éthique de la responsabilité exige quelque autre précision. L'éthique traditionnelle, pour aller vite, est une éthique de la réciprocité entre sujets qui vivent en société. Pour le dire simplement, au devoir de l'un correspond le droit de l'autre et vice-versa. Si on songe aux générations futures, on voit que cette éthique n'a pas de sens, puisque les générations futures ne peuvent de fait réclamer aucun droit ni assumer des devoirs. Aussi faut-il dépasser cette éthique classique et purement symétrique pour arriver à une éthique de la responsabilité, en vertu de laquelle les hommes et les femmes seraient appelés à répondre moralement de leurs propres actions, même vis-à-vis de ceux qui ne peuvent jamais faire valoir leurs requêtes, la nature, les animaux, et de ceux qui actuellement ne le peuvent pas, les générations futures. Et c'est ici que tous les philosophes en général pensent à Hans Jonas, historien et philosophe allemand qui est mort en 1993, qui a été élève de Husserl et de Heidegger, et dont l'ouvrage principal, Le principe responsabilité, a marqué un véritable tournant éthique. La possibilité de faire et d'agir, disait Jonas, est aujourd'hui conditionnée par une donnée qui est inconnue au siècle précédent, à savoir la toute-puissance de la technique. Si grande et contenant en son sein son propre moteur de développement, indifférent aux limites que pourrait lui imposer la philosophie, le droit, la religion, la morale. En d'autres termes, Antonio Gramsci le disait déjà, la science résout tous les problèmes qu'elle peut résoudre. Et de fait, on ne sait plus en prévoir les effets, quoi. Et en raison de ce développement sans frein de la technoscience, spécialement dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle, de la connectique, de la robotique, des biotechnologies, des neurosciences, qui est en fait le déploiement de la raison instrumentale, c'est-à-dire la capacité d'atteindre et réaliser des buts. Aujourd'hui, on peut dire qu'au maximum de pouvoir technique correspond le minimum de savoir prévisionnel. Plus augmente et s'accélère la capacité d'atteindre des buts, plus diminue la possibilité de prévoir ce à quoi conduira leur réalisation effective. Or, ce contexte oblige non seulement à tenir compte d'autres dimensions de la liberté, ne pas se contenter de la liberté de, dans les deux sens, se libérer de la contrainte et être libre de faire et d'entreprendre, mais exercer une liberté envers, qui tienne compte de l'impact de notre agir collectif, à la fois sur ce qui n'est plus, et j'insiste là-dessus, et sur ce qui n'est pas encore, ou même sur ceux qui ne sont pas encore. Limité au présent, l'impératif kantien, du coup, se révèle assez insuffisant, quoi. Vous vous souvenez tous, agit de telle façon
que la maxime de ta volonté puisse en même temps valoir comme principe d'une législation universelle. C'est pourquoi Jonas, qui craignait que l'homme ne devint finalement le pire ennemi de l'homme, a une autre formule qui est célèbre et que j'insiste pour répéter ici. Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Si on le joint au principe de précaution, ce principe de responsabilité impose que, devant toute innovation technique, même la plus appréciable, on se pose une question décisive. Quel sera le pire usage qu'on pourra en faire et qui de toute façon sera fait? Jonas appelait cela une heuristique de la peur, en vertu de laquelle nous devons, lorsque nous sommes devant ce qui apparaît comme une conquête technique, interroger les craintes avant les désirs, prêter oreille aux prophéties du malheur avant des promesses du bonheur, davantage à la menace qu'à la promesse. Autrement dit, nous devons agir en vue de conjurer le plus grand mal possible et non atteindre le plus grand bien. Je répète le principe de Jonas. Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Il peut se traduire en négatif. Agis de telle sorte que les effets de ton action ne détruisent pas la possibilité future d'une telle vie. Ou simplement, ne mets pas en danger les conditions de la survie indéfinie de l'humanité sur Terre. Ou encore, inclus dans ton choix actuel l'intégrité de l'homme qui viendra après toi. Est-ce que nous en sommes capables? Est-il encore temps? Eh bien, nous sommes ici pour en discuter ce soir. Voilà. Alors, pour en discuter, j'ai invité donc les personnes qui sont à mes côtés. D'abord, Monique Cantos-Perber, que vous connaissez, puisqu'elle est déjà venue ici. Alors, c'est une philosophe. Elle est actuellement directrice de recherche au CNRS, au Centre Raymond Aron. Elle a fait beaucoup de choses. C'est même, il faudrait une heure pour rappeler toute sa carrière. Elle a eu beaucoup de fonctions. Elle a dirigé notamment l'école normale supérieure. Elle a enseigné à l'EHSS, à l'ENS, elle a été à Stanford. Sa formation, qui a été faite à la Sorbonne, je crois, a été complétée par un cursus au Royaume-Uni et aux États-Unis aussi. Et elle a eu aussi des fonctions au Comité national d'éthique, dont elle a été vice-présidente, et qu'elle a rejoint de nouveau aujourd'hui, enfin en 2016, tu l'as rejoint de nouveau. Alors, l'œuvre de Monique est peut partager en deux assez facilement. D'abord, c'est une brillante helléniste qui s'est intéressée beaucoup à la philosophie grecque. Et donc, elle a d'abord traduit quelques dialogues de Platon, notamment le Gorgias, le Lion, le Tidème, le Ménon, et ainsi de suite. Elle a écrit les paradoxes de la connaissance, elle a écrit philosophie grecque, éthique grecque. Et depuis une quinzaine d'années, elle s'occupe, l'essentiel de ses travaux est consacré à la philosophie morale et politique contemporaine, ainsi qu'à la réflexion sur les aspects sociaux et éthiques des sciences d'aujourd'hui. Elle a écrit de très nombreux ouvrages, je vous dis quelques titres très vite. La philosophie morale britannique, le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, le dictionnaire de l'inquiétude morale et la vie humaine, les règles de la liberté, la philosophie morale, le bien, la guerre et la terreur pour une morale internationale, le libéralisme et la gauche, essai sur la vie humaine, naissance de la liberté, avec Ronnie Friedman. Que peut l'éthique, vie et destin, les hommes et leurs récits, la guerre juste, sans foi ni loi, amour, amitié, séduction. Et c'est là-dessus que nous avions, c'est à propos de ce livre que nous avions tenu un atelier. Et l'oligarchie de l'excellence, les meilleures études pour le plus grand nombre en 2017. À ma gauche, je ne sais pas si c'est politique, mais enfin on verra, Antonio Casilli, donc, qui est lui sociologue, et il est né en Italie, il a fait ses études à l'université Bocconi à Milan, puis à l'école des hautes études en sciences sociales. Il a soutenu une thèse en 2006 qui était, ça vous indique, si je vous dis les titres, c'est pour que vous ayez une idée des recherches, les mythes de la régénération dans la cyberculture, le corps et ses utopies, sous la direction de Georges Vigarello, que vous connaissez bien, puisqu'il était élève au lycée Albert Ier. Spécialiste des réseaux sociaux, donc il est maître de conférences en humanité numérique à Télécom Paris Tech.
chercheur à l'Institut interdisciplinaire de l'innovation, une unité de recherche du CNRS, membre associé du laboratoire d'anthropologie critique interdisciplinaire, c'était l'ancien centre Edgar Morin, je crois, et puis prof aussi au Nexa Center for Internet and Society de l'Université Polytechnique de Turin. Alors, il a travaillé dans ses premières recherches sur l'impact des technologies industrielles sur l'image du corps, influencé un peu par Donna Haraway, je crois, un tout petit peu. Il a aussi étudié la violence communicationnelle dans les cultures numériques. Dans un de ses livres, Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité, il a analysé les usages des TIC. Les TIC, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Et l'impact, ça pourra intéresser beaucoup de gens qui sont ici, des pratiques de présentation de soi, c'est-à-dire les avatars, les photos, les selfies, les récits autobiographiques, sur les structures sociales, sur les codes de communication, sur la vie, etc. C'est aussi beaucoup intéressé à la santé, à l'impact de ces TIC sur la santé, avec, peut-être on en parlera tout à l'heure, un égard particulier pour la notion d'amitié, telle qu'elle se modifie, elle se transforme, elle prend d'autres sens dans les réseaux sociaux, et aussi de privacy, avec peut-être une thèse qui est contraire à toutes celles qu'on trouve en général. Quelques livres aussi, alors je les lis dans le texte, comme ça vous comprendrez où ils ont été publiés. La Fabbrica Libertina, de Sade au Sistema Industriale, qui était une lecture cyborg-marxiste des liens entre industrialisme et sadisme. Stop Mobbing, resistere alla violenza psicologica sul luogo di lavoro, donc là c'était sur la violence sur les lieux de travail. Les liaisons du numérique, donc Against the Hypothesis of the End of Privacy. Qu'est-ce que le Digital Labor? Ce qui est un essai sur la façon dont les plateformes numériques changent notre manière de travailler. Trabajo, conocimiento y vigilancia, donc travail, connaissance et vigilance. Et le dernier qui fait beaucoup de bruit, parce que la presse en parle beaucoup, qui vient de sortir, et qui s'appelle Les robots, enquête sur le travail du... En attendant les robots, pardon, enquête sur le travail du clic. Voilà. Enfin, Alain Ehrenberg, à ma droite extrême, là, je ne veux pas du tout politique non plus, qui est c'est sans doute l'un de nos plus grands sociologues aujourd'hui, et qui est directeur de recherche émérite donc au CNRS et depuis 2016 président du Conseil national de la santé mentale. Il a d'abord été professeur de karaté. Donc ça signifie qu'il ne faudra pas vous contredire trop. Et il a été chargé de cours à Paris-Dauphine, puis assistant en sciences de gestion dans la même université. Et il devient, à partir de 1985, maître de conférence en sociologie. Donc il est chargé de recherche au CNRS, il devient responsable du programme Drogue et substances psychotiques de l'association Descartes, puis fondateur et directeur du groupement de recherche Psychotrope Politique Société. Et en 2001, il est devenu directeur de recherche au CNRS où il fonde et dirige le centre de recherche psychotique Santé Mentale Société. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, psychotique, c'est moi qui suis psychotique. Psychotrope Santé Mentale Société, le Sésame. Alors je vais lire comment il qualifie lui-même ses recherches, comme ça je ne me trompe pas. Mes recherches portent sur les transformations de la liberté et de l'égalité par les valeurs et les normes de l'autonomie à travers le vaste domaine de la santé mentale. Elles visent à mettre en lumière les nouvelles articulations entre le commun et le chacun dans une forme de vie imprégnée par la représentation collective de l'autonomie. Alors il avait fait d'abord une thèse qui s'appelait Archange, guerrier, militaire et sportif, sous la direction de Eugène Henriquez, je crois. Et il a travaillé quelques années sur l'histoire du dressage militaire, le corps militaire, politique et pédagogie en démocratie. Puis il a consacré un ouvrage à la diffusion des représentations collectives en France par les transformations de la compétition, de l'esprit d'entreprise et de la consommation. Ça a donné le culte de la performance. Dans L'individu incertain, il a analysé l'ascension d'une nouvelle culture de la souffrance psychique. Puis dans La fatigue d'être soi, dépression et société, qui a été traduit dans énormément de langues, il a étudié les manières d'agir et de subir en société via la dépression. Mon précédent livre, écrit-il, a évolué vers une approche comparative. Mon précédent livre, La société du malaise, traitait de la version psychanalytique de la condition autonome dans ses variantes américaines et françaises, en mettant en question le thème canonique de l'opposition entre l'individu et la société. Dans son dernier livre, qui est paru en 2018, qui a eu aussi beaucoup d'écho, La mécanique des passions, cerveau, comportement, société,
Il a abordé la question des neurosciences et il s'attaque à la version neuroscientifique de la condition autonome à travers un grand thème canonique, lui aussi, qui est l'opposition entre le biologique et le social. Voilà, je voulais vous présenter en détail parce que ça va compter dans l'approche. Monique, peut-être que tu vas choisir d'être la première. En fait, tu n'as pas choisi, mais tu vas être la première. Alors, à toi la parole. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence et merci, cher Robert, pour nous accueillir ici et pour cette si aimable et complète présentation. Je partirai d'une expression qu'a utilisée Robert Majori au terme de sa présentation en se référant à Hans Jonas, conserver l'intégrité humaine. L'expression est assez étrange parce que ce dont on conserve l'intégrité, ce qu'on veille à transmettre tel quel, c'est une sorte de patrimoine. Or, il est peu fréquent d'appliquer une telle notion à ce qu'est l'humanité, à ce qu'est l'humain de l'homme. On l'applique en général au monde. Conserver le monde, conserver les ressources naturelles, conserver la biodiversité, ce sont des thèmes dont nous sommes extrêmement familiers. Et même en passant à des réalités beaucoup plus abstraites, conserver l'état des techniques et des sciences, conserver la culture, conserver la civilisation. Là encore, ce sont des expressions que nous entendons souvent et que nous trouvons assez plausibles. Après tout, culture, civilisation, état des techniques ou des sciences, ce sont des formes de patrimoine. On pourrait même appliquer cette désignation à l'économie, aux normes sociales. En France, on dit souvent qu'il faut transmettre le modèle français. Certains ne manquent pas d'ajouter qu'on transmet également la dette aux générations futures. Donc des réalisations absolument humaines, des choix de société, des choix collectifs peuvent être également présentés comme des patrimoines. Et enfin, d'une certaine manière, et ça a déjà été évoqué, les normes morales, tout notre système de régulation qui permet la coexistence des libertés, qui permet la coordination des comportements, eh bien tout cela aussi peut se transmettre, enfin peut être vu comme un patrimoine à transmettre. Mais l'homme, en raison de sa manière d'être, de son adaptabilité, de sa plasticité, de sa perfectibilité, de cette constante aspiration à se projeter au-delà de lui-même, peut-il se transmettre comme un patrimoine ? Et parler d'une intégrité humaine, n'est-ce pas une notion sans doute tout à fait fondée, mais tout de même paradoxale ? Et c'est ce point que je voudrais approfondir. Pourtant, lors des débats qui ont eu lieu depuis les considérables avancées des sciences biomédicales, surtout en matière de procréation, en matière de génétique, depuis quelques décennies, on a commencé à parler de l'espèce humaine, de l'intégrité humaine, comme un patrimoine à transmettre. Et en écho à la déclaration de l'ONU qu'a citée Robert Majori, je voudrais vous rappeler la déclaration de l'UNESCO, cette fois-ci, publiée en 1997, quelques mois après l'annonce du premier clonage animal réussi, enfin de la brebis Dolly, où l'UNESCO publie une vaste déclaration, d'ailleurs aux formules parfois problématiques, qui insiste sur le fait que le genre humain est marqué par une unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, auquel on reconnaît une dignité intrinsèque en même temps qu'une grande diversité. Dans un sens symbolique, fin de l'article 1, le patrimoine génétique de l'humanité est le patrimoine de l'humanité. Donc l'identité génétique de l'homme est un patrimoine de l'humanité. Alors ça, c'est une notion qui est déjà à la limite de la plausibilité biologique, parce que même si évidemment le génome humain est identique chez tous les humains dans une très 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 large mesure, il ne l'est pas absolument totalement. Et d'ailleurs, l'article 2 corrige le tir, si l'on peut dire, en insistant qu'il y a des différences génétiques entre les êtres humains, mais que ces différences génétiques ne doivent en aucun cas être la base d'une discrimination, d'un traitement préférentiel, une différence de traitement. On voit bien que cette notion de transmission de ce qui fait l'humanité de l'homme, dans ce que ça a de plus, en quelque sorte, solide et résistant, à savoir le patrimoine génétique, commence à faire son chemin. Mais j'ajouterais
que toutes les recherches de sciences cognitives ou de neurosciences récemment ont d'une certaine façon exploité cette possibilité. Les travaux sur la rationalité qui montrent que la rationalité est une faculté adaptative qui a été progressivement mise en place et perfectionnée par l'évolution. Ce n'est pas du tout la compétence humaine par excellence que nous tendons à avoir en tant qu'héritier d'une longue tradition philosophique, mais une sorte de mécanique de résolution de problèmes qui se pose à chaque fois dans des cas particuliers, et comment ce que l'imagerie cérébrale aujourd'hui permet de montrer, comment certains secteurs, enfin certains réseaux neuronaux sont activés quand des tâches particulières sont à accomplir et peuvent d'une certaine manière se substituer l'un à l'autre. Cela montre que la rationalité comme faculté qui définit l'humain, ce qui était véritablement le socle de l'intégrité humaine telle qu'on pouvait se la représenter, devient en tout cas une question ouverte, sur laquelle on n'a pas de réponse assurée. Et enfin, pour parler de quelque chose de plus construit ou de plus sophistiqué, cette notion qui a été mise en place au XVIIe siècle, qui a connu son ère de gloire au XVIIIe ou au XIXe siècle, cette belle notion de liberté moderne, qui a été théorisée d'abord par Hobbes et Locke, et ensuite magistralement redéfinie par la tradition libérale française de Benjamin Constant et par John Stuart Mill au XIXe siècle. Pour ce qui ne concerne que lui-même, l'homme est totalement souverain sur ses pensées, ses désirs, ses opinions. Cette idée qu'en quelque sorte l'homme, dans ce qui circonscrit son individualité, est son seul maître, quelle que soit l'origine de ses désirs, quelle que soit leur valeur morale qu'on pourrait leur attribuer de l'extérieur, cette idée-là de la liberté libérale qui est au cœur de la notion d'individu, au cœur de la notion de vie privée, qui ne doit rien à la transcendance, qui ne doit rien à la conformité à un modèle extérieur ou à une destination divine qui aurait été fixée, d'origine divine qui aurait été fixée aux hommes, eh bien cette notion-là est une notion qui a été véritablement considérée comme le patrimoine de l'humanité, le fondement de la notion de droit qui appartiennent fondamentalement à la personne. Est-ce que cette notion-là, nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes en mesure de la transmettre intégralement et intouchée à ceux qui nous ont succédé? Il sera question de la vie privée, j'imagine, tout à l'heure. Il sera question de la projection de l'humain en dehors même de ses frontières individuelles. Il sera question peut-être aussi, enfin en tout cas, c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, de la dissolution de l'individualité, de l'effritement des frontières de l'individualité. Et toutes ces réalités d'aujourd'hui montrent à quel point parler d'un patrimoine de l'humain est problématique. En tout cas, pose question. Ce n'est pas, ça mérite réflexion. Ce n'est plus une chose que l'on peut considérer comme une évidence. Car le paradoxe, au fond, de ce que nous avons à transmettre, et c'est le point que je voudrais approfondir, c'est que ce que nous avons à transmettre aujourd'hui comme notre œuvre propre en tant que moderne, au terme de quelques siècles de modernité et quelques décennies d'hypermodernité, ce n'est pas ce que nous avons conservé, c'est ce que nous avons sans cesse transformé. Et transformé le plus souvent au terme de ce qui paraissait être des expérimentations à la limite du plausible, des transgressions, voire des abus de la nature humaine. Nous sommes les héritiers, nous, d'une période où tout était possible en matière d'humain. Les transformations, les avancées des sciences biomédicales, la transformation radicale des structures sociales, la transformation des modes de vie, la transformation de la famille, la transformation des modes de procréation, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et en même temps que nous avons expérimenté tout cela, sans le souci de conserver quoi que ce soit, nous sommes aujourd'hui face à l'obligation de transmettre. Et ce que nous transmettons, eh bien, c'est le résultat de cette immense expérimentation ou transgression de ce qui était possible de faire avec l'humain, avec de bonnes intentions, l'intention de réparer les maladies, de réparer la nature, de corriger, mais également l'intention de perfectionner, d'augmenter. La perfectibilité humaine, c'est bien ce qui guide la pensée du progrès. Et bien, en même temps que nous transformons, que nous transmettons ce qui est le résultat de ces avancées qui ont
exigeait un grand courage intellectuel, que ce soit en matière de mode de vie, de structure sociale ou même de rapport à nous-mêmes, eh bien, nous transmettons aussi la peur que nous avons de la situation que nous avons créée. Et le souci, plus que jamais présent aujourd'hui, et que l'introduction de Robert Majori a parfaitement évoqué, le souci que nous avons du fait d'avoir, en quelque sorte, tissé en même temps les conditions de notre propre, réuni en même temps les conditions de notre propre disparition. Les décennies qui ont précédé ont été des décennies d'artificialisation de l'humain, de volontarisation de l'humain, au sens où on a remis la volonté humaine qui affirme ce qu'elle veut face à ce que ceux qui nous ont précédés pouvaient considérer comme des dictats de la nature, mais également de la défatalisation de l'humain, si je peux me permettre ce néologisme, c'est-à-dire le refus d'une fatalité qui s'appliquerait à l'humain. Comme si nous avions poussé la logique de l'anti-théodicée au maximum. La théodicée, c'était cette représentation qui consistait à justifier le monde, d'inspiration religieuse bien sûr, mais qui a été quand même un des creusets de formation de la rationalité moderne, justifier le monde en montrant qu'il est le meilleur possible. C'est ce que Dieu a voulu, c'était la justice de Dieu en quelque sorte, qui s'exprimait par l'état actuel du monde. Nous avons mis l'homme en position de Dieu. L'homme est responsable de Dieu, est responsable du monde, comme on pensait autrefois que Dieu était responsable du monde. Responsable du monde tel qu'il est devenu, responsable du monde tel qu'elle est. Et cette place qui a été accordée au volontarisme humain, avec les extraordinaires succès scientifiques et de transformation de très nombreuses structures que pendant des siècles, des millénaires, on a considéré immuables, c'est fait évidemment avec sa part d'illusion, avec cette sorte de crainte qui a été progressivement sécrétée par l'audace même de ce qui était produit. Il est frappant que cet état des choses qui caractérise au fond notre époque est particulièrement vivace en matière de transmission humaine prise au sens le plus propre, c'est-à-dire en matière de génération, comment des hommes produisent des hommes. Alors tout à l'heure, Robert Majori disait nous ne laissons que des morts aux générations futures. Est-ce bien sûr? Avant de mourir, même nous procréons, c'est-à-dire nous en créons d'autres comme nous, justement. Maintenant, c'est cela la question. Je voudrais vous transmettre, vous faire part d'un certain nombre de résumés ou essayer de dégager le sens d'un certain nombre de transformations qui ont véritablement changé le rapport au monde et le rapport aux générations futures et le rapport à ce qui vient après nous en matière de génération humaine. J'insiste sur la question de la génération humaine, de la filiation, parce que pendant très longtemps, toutes les structures politiques, pendant des siècles, en tout cas depuis qu'il existe quelque chose comme l'hérédité en matière de transmission du pouvoir, le souci qu'on avait d'attester la réalité d'une filiation était absolument fondamental. La génération, la famille, les enfants par rapport au père, aux géniteurs, aux génitrices, était une donnée qui véritablement structurait les sociétés humaines. Pour passer à un domaine peut-être pas plus trivial, parce que pour les êtres humains qui sont confrontés à cette difficulté, c'est une tragédie, mais en tout cas qui est beaucoup plus limitée à des cas particuliers. Songez qu'il y a 35 ans, quand un homme et une femme étaient stériles, n'arrivaient pas à avoir un enfant ensemble, eh bien, ils n'avaient pas d'enfant. Quand un homme et une femme étaient tous deux porteurs d'une mutation génétique qui faisait que les chances étaient élevées qu'ils engendrent un enfant qui pourrait avoir une maladie génétique grave, il n'y avait rien à faire. Il y a une trentaine d'années, 35 ans, quand une femme tombait malade, par exemple d'un cancer, devait subir un traitement de chimiothérapie très dur, elle renonçait à être enceinte, évidemment. Donc aujourd'hui, tout ce qui était vécu il y a 35 ans à peine sur un domaine qui était fondamental en termes de transmission, à partir desquels les sociétés humaines se construisaient,
tout ce qui était vécu sous le signe de la fatalité est aujourd'hui devenu l'objet de la volonté humaine. C'est-à-dire que quand un homme et une femme sont stériles et veulent avoir un enfant ensemble, la médecine leur propose de très nombreuses solutions, jusqu'au plus extrême, même si ni l'un ni l'autre, même si l'un n'a pas d'ovule et l'autre pas de spermatozoïde, c'est encore possible d'avoir un enfant. Quand ils sont tous deux porteurs d'une mutation génétique, ils ont la possibilité d'engendrer un enfant indemne de cette mutation génétique. Et quand une femme n'est pas en état d'avoir un enfant et souhaite se réserver une chance de l'avoir plus tard, quels que soient éventuellement les traitements qu'elle doit subir, elle a la possibilité de le faire en congelant ses ovules. On est véritablement passé dans le domaine de la volonté. Et une volonté dont on ne sait plus dessiner les limites. Parce qu'à la volonté d'avoir un enfant, certains diront à tout prix et le réprouveront, d'autres trouveront au contraire que c'est une bonne chose, mais il reste que la volonté d'avoir un enfant n'a cessé, en quelque sorte, de se dépasser elle-même. La volonté d'avoir un enfant, mais quand on veut, comme on veut, l'enfant qu'on veut. Et là, si vous voulez, on se pose inévitablement la question, et l'histoire que je vous raconte est au fond une histoire extrêmement récente, de savoir quelles limites poser, comment ordonner tout cela, quels modèles normatifs vont nous permettre de faire en sorte que cet extraordinaire triomphe de la volonté humaine n'entraîne pas des effets catastrophiques. Quels sont les principes qui permettent de limiter cette aspiration? Eh bien, on dira d'abord l'intérêt de l'enfant, ne rien faire qui puisse mettre un enfant dans une condition dommageable. C'est un principe évidemment que je partage totalement et sans réserve et dont l'approfondissement nous amène assez loin, mais je ne développerai pas ce point. C'est ce qui me paraît, par exemple, exclure définitivement toute possibilité de clonage, puisque par définition, le clonage qui consiste à reproduire un être humain à l'identique, eh bien, supposerait qu'on décide en quelque sorte de se créer un être humain qui, pour reprendre la belle formule de Mill, chacun est souverain dans son espace, nierait le principe de liberté que nous associons inévitablement à une forme d'aléa et de hasard qui caractérise chaque être humain. On avance, donc ça c'est la première considération qu'on avance pour essayer d'ordonner et de limiter ces libertés qui pourraient conduire à tous les excès. On avance également l'intérêt médical, ne rien faire qui puisse mettre par exemple une femme qui souhaiterait avoir un enfant très tard, de compromettre et sa propre santé et la santé de l'enfant à naître. Et puis on en arrive inévitablement, nous les modernes, les transgressifs, les expérimentateurs, nous en arrivons à évoquer quoi? La nature. Et dans la loi de bioéthique de 1994, et c'est une chose qui n'a jamais été remise en cause, le modèle normatif premier qui a été utilisé pour régler la procréation médicalement assistée est un modèle naturel. On va permettre que la médecine fasse, pour des couples stériles par exemple, ce que la nature permet de faire. C'est-à-dire, certes, la procréation médicalement assistée, pour l'instant en tout cas, une nouvelle loi est en préparation qui changera peut-être ça, mais la procréation médicalement assistée pour des couples de sexes différents, pour des couples en âge de procréer, comme le montre la nature, c'est-à-dire jusqu'à 43-44 ans pour une femme, et avec toutes les caractéristiques qui définissent la procréation naturelle. Cet exemple est assez étonnant parce que, d'une certaine façon, ça montre le désarroi normatif dans lequel nous sommes. Nous léguons tous les possibles à la génération qui vient, nous léguons nos peurs et nos vagues tentatives de contrôle et de limitation. Et ce qui est frappant, et ce qui continue à me troubler et presque à m'émouvoir dans cet exemple, parce que c'est une forme de reconnaissance de la fragilité humaine, c'est que ce en quoi nous avons le plus confiance, au fond, c'est un modèle naturel pour limiter nos propres aspirations. Comme si nous, humains, héritiers d'une si longue tradition d'invention des normes, de reformulation des normes, nous n'avions pas le courage, au fond, de faire confiance à notre propre capacité d'établir totalement des systèmes normatifs qui soient aussi contraignants et aussi justifiés que cette référence à la nature. Je voudrais conclure par, en tout cas, encore 2 mots sur 2 cas tout à fait spectaculaires dont vous avez sans doute entendu parler et qui montrent que nous n'en resterons pas là,
et qui d'une certaine façon font écho à cette très belle chorégraphie dont nous avons vu le début tout à l'heure, où il est, du moins c'est ce que j'ai perçu, c'est du moins un des sens que j'y ai vu, où la découverte de l'objet d'amour, de l'individualité qu'on va aimer, Daphnis pour Chloé, Chloé pour Daphnis, va de pair avec la découverte de l'autre sexe. C'est une découverte complète, non seulement Daphnis, mais n'est seulement, si vous voulez, un être humain, mais également son sexe. Je pense que ce type de découverte simultanée n'est plus possible aux adolescents d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une question que je pose, on va répondre différemment. Et qu'est-ce que ça change au fond? Là aussi, ça ouvre sur des questions infinies et qui donnent une idée de ce que nous pouvons encore transmettre. Deux affaires spectaculaires ont été largement présentées au cours des dernières semaines. L'une s'est passée en Chine, vous en avez entendu parler certainement, c'est-à-dire l'utilisation d'un procédé d'édition du génome, c'est-à-dire une technique de biologie moléculaire qui modifie la structure du génome en utilisant des enzymes particulières qui ont le rôle de ciseaux, qui jouent la fonction d'un ciseau génétique. C'est ce qui s'est passé en Chine, à Shenzhen. Un chercheur a modifié génétiquement un embryon avant de le réimplanter afin de faire en sorte que, afin de désamorcer, enfin de rendre complètement inactif une possible transmission du sida. Bon, je ne ferai pas de commentaires moraux sur cette affaire-là, mais je voudrais simplement attirer votre attention que cette transformation du génome d'un embryon avant une réimplantation, c'était la première fois qu'on le faisait. Les transformations génétiques, les éditions génétiques n'ont jamais été faites sur des embryons qu'on a réimplantés. Donc, d'où l'émoi qui a été suscité, et d'où la proclamation de l'UNESCO qui a suivi en écho avec celle de 1997, demandant qu'on ne renouvelle pas ce genre de tentative, d'ailleurs qui est très douteuse. Aucune publication n'a été faite, on ne sait pas exactement comment il a procédé. Mais le deuxième exemple est tout à fait saisissant parce qu'il montre à quel point nous sommes perdus dans nos références normatives et naturelles. C'est un cas extraordinaire qui s'est produit il y a quelques mois et qui a reçu, enfin il y a quelques années et qui a reçu sa conclusion il y a quelques semaines. Un couple, appelons-les Bernard et Marie, se marient il y a une vingtaine d'années, ont 2 enfants. Et peu à peu, Bernard se transforme intérieurement, comme cela arrive à chacun de nous, mais dans son cas, la transformation a été spectaculaire puisqu'il a décidé de changer de sexe et de devenir femme. Donc il fait le parcours classique qui permet de changer de sexe dans la loi française qui s'est beaucoup libéralisée il y a peu de temps et remet l'opération décisive, si l'on peut dire, vous voyez de quoi je parle, à un peu plus tard. Marie et Bernard, enfin Marie et Claire donc, doivent changer d'état civil, donc se divorcent et puis se remarient après la loi mariage pour tous. Et peu de temps après le mariage, un enfant est conçu. Donc évidemment, un enfant par les moyens les plus classiques qui soient, si je puis dire. Quel est le statut? Qui est Claire donc par rapport à l'enfant qui est né? Cette question a suscité de très nombreuses réflexions. Le tribunal de première instance a refusé de reconnaître que Claire soit la mère, puisqu'il y en a déjà une, c'est celle qui a accouché, c'est Marie. Mais en même temps, il ne pouvait pas reconnaître que Claire était le père, puisque même si Claire a engendré la petite fille comme un père engendre une enfant, il reste que c'est une femme, légalement maintenant, selon la loi. Cette affaire extraordinaire a reçu une conclusion à la Cour d'appel de Montpellier il y a quelques semaines. La Cour d'appel n'a pas pu dire que Claire, ex-Bernard, était la mère, forcément, puisque c'est un homme. N'a pas pu dire non plus que Claire
est une sorte de père qui doit adopter l'enfant pour pouvoir reconnaître sa filiation génétique. La Cour d'appel a reconnu quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du tout dans les prévisions qu'on faisait quant à son arrêt, c'est qu'il peut exister une filiation biologique avec un parent désexué. Au fond, ne pouvant pas dire que c'est une mère, ne pouvant pas dire que c'est une père, la Cour d'appel a décidé qu'il n'y aurait pas de caractéristiques sexuelles pour ce parent, dont elle reconnaît par ailleurs qu'il est génétiquement lié à l'enfant qui est né. Et je vous rappelle aujourd'hui qu'en France, lorsqu'on déclare la naissance d'un enfant, on ne dit pas mère et père, mais on dit parent numéro 1 et parent numéro 2. Ça, c'est depuis assez peu de temps. Donc cette question-là montre à quel point, d'une certaine manière, nos repères normatifs se sont passablement désintégrés. Et je voudrais, devant toutes ces possibilités qui sont ouvertes, revenir à la question de ce que nous transmettons comme intégrité de l'humain. Lorsqu'on nous pose cette question, et en particulier à propos des interventions qui éventuellement pourraient produire une augmentation de l'homme, un homme augmenté, comme on dit aujourd'hui, les objections qui sont faites sont toujours faites au nom de la nature et de la finitude. Mais qui sommes-nous, nous, héritiers de tout ce que nous avons fait pendant plusieurs décennies, même plusieurs siècles de modernité audacieuse, pour au fond recommander à ceux qui viennent après nous de réfléchir à l'importance de la finitude en ce qu'elle définit l'identité humaine. C'est un véritable paradoxe. Nous avons considérablement expérimenté et transgressé, et n'obligeons-nous pas de ce fait ceux qui viendront après nous à restreindre et à conserver. Nos débauches, du fait de ce qui a été une débauche sur le plan intellectuel, sur le plan d'innovation en matière de normes, en matière d'expérimentation de toutes sortes, n'a-t-elle pas pour effet d'obliger ceux qui viendront après nous à devenir des puritains? On passe aujourd'hui, en ce moment, apparaît un film tout à fait intéressant qui s'appelle L'heure de la sortie, qui raconte comment un jeune professeur plein d'idées progressistes arrive dans un collège d'enfants, d'adolescents surdoués et très soucieux de l'état du monde et de l'écologie, et comment peu à peu il est face à des personnes, des jeunes êtres en formation qui, face à ce qu'est le monde, dont la conscience et la lucidité sur ce qu'est devenu le monde, cette conscience et cette lucidité obligent en quelque sorte à instaurer en eux-mêmes des terribles prothèses, comme s'ils avaient peur de leur propre puissance héritée, et à se contraindre et à se restreindre totalement. Nous avons voulu réparer la nature, nous avons voulu égaliser les conditions, nous avons voulu artificialiser l'homme, l'augmenter, nous avons voulu mettre de la volonté et de l'intention partout, mais d'une certaine façon, n'avons-nous pas aussi condamné ceux qui viendront après nous à une forme d'inévitable mise en conformité, à l'impossibilité d'avoir le privilège que nous avons connu pendant des décennies, celui de la surprise, de l'imprévu, du hors-norme, et à multiplier les process, la standardisation et d'une certaine façon cette peur de l'avenir. Alain, il faut prendre le relais tout de suite. Comme ça, on va discuter un peu après. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, n'ayant pas l'habitude que l'on adresse aux sociologues des questions de ce type, je me suis évidemment demandé comment je pouvais aborder celle qui nous est posée. Et j'ai choisi comme prisme ou angle d'attaque de parler de l'état de l'individualisme, en ayant à l'esprit le cas de la société française. Donc je réduis un peu le volume de mon ambition. Donc parler de l'état de l'individualisme et peut-être ainsi de nous pousser à réfléchir sur le futur de l'individualisme à travers ces métamorphoses. Alors je dois préciser que la question de l'individualisme, ce n'est pas une question particulière qui pourrait faire l'objet d'une sociologie spécialisée. L'individualisme est au centre de la modernité et des tensions aussi qu'elle suscite. Parce que si toute société fait place à l'individuel, seules nos sociétés sont individualistes. En quel sens? Au sens, tout simplement, où chaque individu est une valeur en lui-même, fondée sur la liberté et l'égalité de chacun.
Je vais nous ramener plus d'un siècle en arrière auprès du sociologue Émile Durkheim, qui écrit à cette époque des choses qui peuvent éclairer d'ailleurs tout à fait la vie contemporaine. Il écrit en 1898 « L'individualisme, c'est la glorification non du moi, mais de l'individu en général. Il a pour ressort non l'égoïsme, mais la sympathie. » La sympathie, à l'époque, on n'a pas le concept d'empathie encore, hein. Et on ne peut avoir de disposition à la sympathie pour chaque être humain que si on le considère spontanément comme un égal au sens d'un semblable. Et Durkheim ajoute un point décisif, je cite encore, « Une similitude verbale a pu faire croire que l'individualisme dérivait nécessairement de sentiments individuels. En réalité, la religion de l'individu et d'institutions sociales. » Et elle repose donc sur la sympathie, selon lui. Donc, ça veut dire qu'on a tort de chercher le substantif, derrière le substantif individualisme, une substance qui serait l'individuel, parce que l'individualisme est un esprit social. Pourtant, s'il s'agit bien d'un esprit social, celui-ci semble en piteux état aujourd'hui. Nombreux, en effet, sont ceux qui se demandent dans quelle mesure, finalement, nous ne faisons pas face aujourd'hui à des transformations de l'individualisme qui se retournent et contre la société et contre l'individu lui-même. Et au centre de cette inquiétude, de ce malaise, se trouve la notion d'autonomie qui divise la société française. L'autonomie et l'individualisme sont chapeautés par l'idée de malaise, qui est un mot-clé de notre société, de la façon dont elle se représente ces problèmes. On peut résumer le malaise, ce qu'il caractérise, par une double idée, c'est qu'avec la généralisation des valeurs de l'autonomie, eh bien, le lien social s'affaiblit et, en contrepartie, l'individu est surchargé de responsabilités et d'épreuves qu'il ne connaissait pas auparavant. Et donc, l'autonomie conduit à une fragilisation nouvelle des individus, une souffrance sociale, qui est le qualificatif souffrance sociale, est aussi une expression clé de la société française. Alors, on emploie toutes sortes d'expressions pour désigner ce malaise: délitement du lien social, société de défiance, peur du déclassement, précarisation de l'existence, etc. Et la preuve de ce malaise se trouve dans ces pathologies sociales, ces maladies du lien qui se développent dans notre monde moderne. De nombreux essais, au ton souvent prophétique, proclament la fragilisation, le déclin, voire la fin de la soumission à l'obligation sociale face à un individu qui veut tout. Autrement dit, donc fin de la soumission à l'obligation sociale, autrement dit la perte d'autorité de la société sur les individus, en même temps, à un autre niveau, qu'on assiste à la remise en cause des formes de solidarité collective qui ont été mises en place au XXe siècle. Au fond, nous serions rentrés dans ce que non plus, nous serions sortis plutôt d'un individualisme qui serait de personnalisation, et nous serions rentrés dans un individualisme de déliaison, un individualisme qui est devenu destructeur des appartenances collectives et donc des assises personnelles de chacun. On a affaire à une dramaturgie nationale qui met en scène un individu de plus en plus contraint de s'appuyer sur lui-même, sur ses capacités personnelles, sa subjectivité, son intériorité. Le monde du travail est le terrain d'élection de ces figures. Et de là, cette souffrance psychique de masse qui se caractérise par l'idée de ne plus y arriver, de ne pas être à la hauteur de ce que l'on vous demande, et elle montre des angoisses de perte, d'insuffisance à l'égard des idéaux sociaux et concerne l'image de soi, le narcissisme, l'estime de soi. Ce double mouvement donc de déclin de l'obligation sociale et de déclin de la solidarité collective se montrerait donc dans cette souffrance psychique des individus qui est devenue une souffrance sociale, une souffrance d'origine sociale. Alors, les mots comme autonomie, malaise, souffrance psychique semblent dessiner une configuration de l'individualisme dans la société française.
Alors, par rapport à ce portrait, revenons une seconde à Émile Durkheim, qui va nous décaler quelque peu. Il écrit dans un autre texte qui est de 1906, d'ailleurs c'est devant la conférence devant la Société de philosophie, il écrit la chose suivante: « Le sentiment de l'obligation varie sans cesse, et même si l'on perd de vue cette variabilité, on peut croire par moments qu'il disparaît simplement parce qu'il se modifie. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans la société française. » Donc nous sommes il y a plus d'un siècle. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans la société française. La question qui se pose, est-ce que les déplorations sur le déclin de l'idée de société de cette fin du XXe, début du XXIe siècle ne confondent-elles pas disparition et variabilité? Alors par rapport à ça, je vais faire une rapide mise en perspective de l'individualisme entre les années 1970 et aujourd'hui, aujourd'hui étant, disons, l'héritage que nous laisserons au futur. Nous sommes progressivement sortis d'une société dans laquelle les clivages sociaux structuraient les affrontements politiques, définissaient les différences entre styles de vie et organisaient collectivement les identités personnelles, tout cela à l'intérieur d'un cadre national stable pour entrer dans une société d'individus. Cette société d'individus, elle se caractérise par un ensemble d'idées, de valeurs et de normes, donc ce que la sociologie appelle des représentations collectives, qui gravitent autour de l'autonomie individuelle. Plus précisément, nos sociétés ont vu un déplacement de l'autonomie en tant qu'aspiration collective à l'autonomie en tant que condition commune. L'autonomie, en tout cas, est devenue l'horizon des significations de l'homme en tant qu'individu. Alors, aspiration collective, l'autonomie devient une aspiration collective dans les sociétés développées, en gros à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale, mais elle occupe, disons, une place relativement subordonnée dans la hiérarchie des valeurs. Elle correspond aux 30 Glorieux, c'est la phase émancipation personnelle qui est marquée par une vague libérale et l'ascension des valeurs de choix et de propriété de soi, mon corps est à moi, c'est moi qui décide, etc. Donc, valeurs de choix et de propriété de soi, mais aussi d'innovation, de créativité individuelle et de diversité normative. Entre les années 70 et 1980, l'autonomie devient progressivement la condition commune et commence à imprégner l'ensemble des relations sociales via la globalisation du capitalisme et les transformations de l'entreprise et du travail qui en forment l'épicentre. Dans ce cadre, l'initiative individuelle est fortement valorisée à travers toute une série d'aspects sur lesquels je n'insiste pas. Donc, valorisation forte de la liberté de choix et de la propriété de soi, de l'initiative individuelle, de l'innovation, de la créativité, de la transformation de soi, etc., tous ces idéaux placent l'accent sur la capacité à agir de l'individu. Et ce qui m'amène à dire que nous sommes entrés, à partir de cette époque, dans un individualisme de capacité marqué par les idées, les valeurs et les normes de l'autonomie. Il s'agit là d'un changement de l'équation personnelle en société. Je veux l'illustrer très rapidement, ce changement de l'équation personnelle, par le passage du travail, dans l'entreprise, par le passage du travail divisé, donc de type taylorien, fordien, au travail flexible. Alors, dans le travail divisé de la société industrielle, il s'agissait essentiellement de coordonner l'action à partir d'un centre organisateur, et ce sont surtout des capacités de suivre les prescriptions qui sont sans prendre d'initiative, qui sont attendues de la part des salariés. Donc on a une discipline de type mécanique et elle vise à obtenir de l'obéissance et la docilité. Dans le travail flexible, c'est tout à fait différent. Il s'agit de faire coopérer des individus. Et parce que le travail est aujourd'hui de plus en plus organisé comme une relation de service, y compris dans les métiers d'ouvrier et d'employé, il faut posséder une forte équation personnelle consistant en, disons, une intelligence des relations sociales permettant d'adopter une ligne de conduite personnelle. La discipline change alors de sens. Elle est subordonnée à la visée non pas d'obtenir de la docilité et de l'obéissance, mais de l'initiative individuelle, donc en quelque sorte des capacités à s'automotiver, qu'il s'agisse donc de travailler ou de retrouver du travail.
La discipline tend donc à l'autodiscipline et ce changement met au premier plan la responsabilité de l'agent, de l'individu, à l'égard de ses actions. La dépendance entre l'agent et l'action est aujourd'hui beaucoup plus essentielle que pendant le moment disciplinaire. Et l'individu est beaucoup plus sollicité. Donc dans la discipline, l'équation personnelle est faible, dans l'autonomie, elle est forte. Et ce changement global se marque dans nos sociétés par la diffusion de formes de régulation des conduites qui sont à l'autonomie ce que l'obéissance mécanique était à la discipline. C'est-à-dire que là où il s'agissait de rendre les individus utiles en les rendant obéissants, il s'agit aujourd'hui de développer les capacités d'agir par soi-même de façon appropriée, autrement dit, de s'auto-activer en montrant suffisamment d'autocontrôle émotionnel pour ne pas rater l'action. Je parle d'autocontrôle émotionnel. Parallèlement, on a assisté à l'ascension du souci pour les émotions à partir des années 70-80, et cela tient au moins en partie à ce que dans l'autonomie condition, c'est-à-dire la situation où l'autonomie est notre condition commune, les questions d'autocontrôle émotionnel et pulsionnel, dont la capacité à exprimer ses émotions, sont bien plus décisives que lorsque l'autonomie était une aspiration. Le sociologue Norbert Elias a fort bien vu pourquoi dans un article de 1980 qui s'intitulait « La civilisation des parents ». Je cite Elias. Il écrit « S'affirmer comme adulte dans des sociétés structurées de la sorte requiert un degré élevé d'anticipation et de maîtrise des impulsions passagères afin d'atteindre des objectifs à long terme. S'affirmer en tant qu'adulte dans nos sociétés demande un degré élevé de maîtrise autorégulée de ses pulsions et de ses affects. » Ce qui veut dire, c'est que plus la complexité sociale s'accroît, et particulièrement par l'investissement dans l'avenir, plus se fait sentir le souci pour le contrôle émotionnel et pulsionnel. Et notre société, il faut le dire, est très exigeante de ce point de vue. La liberté de mœurs et les manières d'agir mettent en relief une dimension émotionnelle qui était marginale auparavant. Alors ces changements dans la manière d'agir en société forment en même temps le contexte d'une nouvelle morbidité qui ne relève plus du domaine seulement du domaine particulier de la maladie mentale, mais de celui plus général de la vie sociale, qui s'est institué comme, avec plein d'enjeux majeurs dans le travail, dans la famille, dans l'éducation. Ce sont les questions de santé mentale et de souffrance psychique. Dépression, souffrance au travail, phobie scolaire, hyperactivité de l'enfant, burn-out, stress, je peux faire un listing qui va dans tous les sens. La santé mentale, ce n'est pas, disons, un secteur particulier de la société qui est traité par une discipline appelée la psychiatrie. C'est un souci transversal à toute la société et qui mobilise des professions multiples pour résoudre des problèmes parfaitement hétérogènes. Alors, ce malaise, cette difficulté qui se manifeste dans ces questions de santé mentale peut être résumée par une équation récurrente: montée de l'individualisme égale déclin de la société ou de ses équivalents, le lien social, la solidarité, la communauté, les repères, la politique, etc., qui renvoient tous à la vie en commun qui est la condition de l'homme. Et la souffrance psychique et la santé mentale sont aujourd'hui le test qui mesure ce déclin de la vie commune. Donc, ce que je dis, c'est que la crainte de la dissolution sociale, c'est une idée commune dans nos sociétés, c'est une idée sociale. Il faut donc à la fois intégrer cette crainte comme un trait de nos sociétés, mais il faut la dépasser pour faire une sociologie de l'individualisme. Et donc mon hypothèse sur la souffrance psychique, c'est la suivante. Ce que je dis, c'est qu'il s'agit finalement d'un changement de statut social de la souffrance psychique. Si l'on accepte, disons, l'idée que nous sommes à la fois les agents et les patients de la vie sociale, je dis qu'au changement dans la manière d'agir en société qu'est l'autonomie correspond des changements dans la manière de subir en société qui se donnent dans le concept de souffrance psychique.
Et avec la santé mentale, on a assisté à une généralisation de l'usage d'idiomes personnels pour donner forme et résoudre des conflits de relations sociales. C'est-à-dire que ça s'est étendu tout à fait au-delà du soin ou de la pathologie. Ça veut dire que l'expression de problèmes, de conflits, de dilemmes dans les termes de la souffrance est une déclaration qui compte, qui a une valeur telle qu'elle est une raison d'agir en elle-même. Aujourd'hui, les différents doivent s'exprimer dans ce langage, car ce langage fait désormais autorité. Par exemple, dans l'entreprise, on dit beaucoup moins qu'auparavant, il y a des problèmes de conditions de travail, on dit aujourd'hui, il y a des situations de souffrance sociale. Il y a un glissement du vocabulaire. Alors, l'infortune, le malheur, la détresse, la maladie sont les éléments de ce jeu de langage qui consiste à mettre en relation le malheur personnel et des relations sociales perturbées à l'aune de la souffrance psychique. On unit ainsi le mal individuel au mal commun. C'est le malaise. Donc c'est un langage qui a sa grammaire et sa rhétorique, qui régit des significations et qui régule des affects. Et il permet quelque chose de très important dans la vie sociale. Il permet l'expression socialement réglée de la plainte, parce que la plainte, c'est un acte de discours, ce qui veut dire qu'elle est adressée à des interlocuteurs qui doivent la comprendre et éventuellement l'utiliser pour agir. Et donc, je pense qu'il faut remplacer l'idée individualiste que la société cause des souffrances psychiques par l'idée que la souffrance psychique est aujourd'hui une forme d'expression obligatoire des affects, des émotions et des sentiments. Ce changement de statut veut dire que des pathologies individuelles d'un certain genre sont devenues des affections sociales, c'est-à-dire des malheurs personnels qui trouvent leur signification et leur raison dans les désordres du groupe, ceux de l'entreprise, de la famille, ceux de la politique, du monde en général si l'on veut. Il s'agit là d'un langage de l'infortune et de l'adversité qui unit le mal individuel au mal commun. Je précise aussi que ce langage n'est pas spécifique à l'individualisme. Toutes les sociétés possèdent, disons, un langage de l'infortune qui vient expliquer l'infortune. Je crois que la centralité de l'affectivité par rapport à l'autonomie, elle peut se comprendre comme suit. La capacité à agir par soi-même sans être débordé par ses affects étant aujourd'hui la condition de la socialisation réussie, la maîtrise de l'inhibition, de la honte, de la culpabilité, de l'angoisse, de la dépression sont des questions essentielles de la socialité contemporaine. Ce ne sont pas seulement des questions psychologiques, ou ce sont des questions psychologiques qui ont changé de place, disons. Nous vivons dans une société où il faut s'engager personnellement dans des situations sociales très nombreuses et très hétérogènes. Et c'est ça qui met en relief la dimension affective dans la vie sociale. Alors, cette situation implique que ce qu'on appelle la personnalité, ça devient un souci majeur, une question commune à toute la société, parce que sans une bonne structuration de soi, une structuration de soi suffisante, il est difficile de décider et d'agir de façon appropriée. Cette question de la personnalité, évidemment, est superficiellement psychologique. Elle vient aussi toucher à des questions de cohésion sociale, parce qu'en arrière-plan, il y a aussi, je change un peu de niveau, il y a le grand changement des inégalités. Le grand changement des inégalités qui est l'inégale distribution des capacités individuelles, donc permettant de répondre aux exigences du marché du travail et de l'emploi. Ce grand changement met en crise le modèle d'égalité à la française, parce que l'égalité d'aujourd'hui, c'est une égalité de l'autonomie dans laquelle il y a une dimension nouvelle de responsabilité personnelle qui implique donc de mettre l'accent sur le concept de capacité dans la lutte contre les inégalités. Les rapports capacité-responsabilité sont d'un point crucial. Et je terminerai sur ce point. Au niveau politique, je propose de distinguer entre ce qu'on pourrait appeler une responsabilité abandon, c'est-à-dire, je dirais, qui renvoie à une politique qui rend responsable sans rendre capable,
et une responsabilité participation, c'est-à-dire une politique qui rend capable d'être responsable. Alors en France, on a plutôt tendance à être dans la première. C'est par exemple, si on regarde du côté du système scolaire, c'est l'élitisme républicain qui a été analysé par les sociologues il y a une dizaine d'années, Christian Baudelot et Roger Establet, c'est-à-dire on a un système qui est très sensible, comme on le sait, à l'origine sociale, qui la reproduit, et c'est un système qui forme très bien des élites, des petites élites, mais forme assez mal les masses parce qu'il les crème tout au long, enfin, il crème tout au long de la scolarité, et c'est parce qu'il est crème tout au long de la scolarité qu'il a tendance à être dans une responsabilité abandon. Il y a des réformes en France, accélérées depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais enfin, on reste encore dans une situation très tendue. Et c'est peut-être là que réside la principale raison de la division de la société française face à l'autonomie. Pour faire évoluer les esprits, il faut penser en termes de responsabilité-participation et il est indispensable de formuler clairement comment le concept de capacité permet de redéfinir la substance de la solidarité, c'est-à-dire qu'il implique non l'abandon des individus à eux-mêmes, à leur propre responsabilité, mais une responsabilité collective qui met l'accent sur la lutte contre l'inégalité des capacités d'agir. Alors, on comprendrait, comme Émile Durkheim en 1906, donc je termine sur lui, que, je cite Durkheim, l'individu ne s'arrache pas à la société. Il se rattache à elle d'une autre façon qu'autrefois, et cela parce qu'elle le conçoit et le veut autrement qu'elle ne le concevait autrefois. Je vous remercie. Bonsoir, merci à toutes et à tous pour votre présence, merci à Robert et à Alain et Monique pour leur présentation, intervention. Je vais chercher à adopter un angle légèrement différent. Je vais modifier la question qui nous a conviés ici, donc quelle humanité pour les générations futures, en la reformulant de la manière la suivante. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les générations futures? Donc c'est une manière aussi de répondre à une autre question qui traverse, si vous voulez, le débat politique et le débat social actuel. Quel travail pour les générations futures? Et c'est une question difficile, justement parce que si on mobilise la notion d'humanité pour parler de travail, tout de suite on doit positionner l'humanité par rapport au non-humain, et un non-humain d'un type particulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, d'une manière assez générique, voire avec un certain flou terminologique, les robots, les intelligences artificielles, le machine learning, voire l'apprentissage automatique, et tout un ensemble d'autres concepts qui, vous allez voir, convergent vers une certaine menace qui semble peser sur l'activité humaine par excellence, donc le travail qui modifie la nature. Parce que, finalement, un espèce de spectre qui hante le débat actuel est le spectre du grand remplacement robotique. Or, évidemment, je cherche à souligner qu'il y a tout disons, en projetant mon ironie et mon sarcasme vis-à-vis de cette notion, qui m'insupporte au plus haut degré, et qui en plus est sous-tendu de significations particulièrement connotées d'un point de vue politique et d'un point de vue droitier. Mais en même temps, il ne faut pas non plus imaginer que la prophétie du remplacement des êtres humains par les robots qui vont donc voler leur travail est quelque chose de récent. Au fait, elle remonte très en arrière dans le temps et on peut revenir même au père de la pensée industrielle comme Thomas Mortimer, qui en 1801 écrivait dans son ouvrage Lectures on the Elements of Commerce qu'il y aurait donc deux catégories de technologie, une technologie qui a comme finalité de faciliter le travail humain et une autre catégorie qui est conçue pour finalement presque totalement exclure le travail du genre humain. Et donc malgré ce presque qui devrait être optimiste, une autre
figure, disons, majeure de la pensée industrielle, j'ai nommé Andrew Ewer, qui est le deuxième monsieur que vous voyez là, quelques décennies après, écrivait dans son Philosophy of Manufacturers que les machines allaient substituer complètement le travail des hommes. Et même à la limite, il disait, la plus parfaite des manufactures peut se passer entièrement du travail des mains. Or, la question est que la technologie d'aujourd'hui n'est plus basée sur le travail des mains. À la limite, on pourrait dire, avec le juriste et philosophe Alain Supiot, que maintenant, on n'a plus affaire à une main-d'œuvre, ou plutôt à une production basée sur une main-d'œuvre, mais plutôt sur un cerveau d'œuvre, parce que nos technologies sont devenues elles-mêmes intelligentes. Donc la question pour nous se pose dans les termes suivants: quelle place pour le travail humain dans l'automation dite intelligente? Eh bien, si on écoute la doxa qui est répétée, réverbérée dans nos médias, il n'y aurait aucune place possible. À la limite, comme certains l'affirment, on serait face à une situation dans laquelle on doit tout simplement se préparer à un futur sans travail, ou du moins sans emploi. Une étude que peut-être vous avez vue passer parce qu'elle circule depuis 2013 et qui a été produite par deux chercheurs de l'université de Oxford qui s'appellent Frey et Osborne, insistait sur le fait que dans un pays comme les États-Unis, à l'horizon 2030, on allait perdre 47% des emplois à cause de l'apprentissage automatique, donc du machine learning et de la robotique mobile. Or, c'est une prophétie qui est particulièrement contestée et objet de controverse. Plusieurs personnes se sont insurgées non seulement contre les résultats, mais même contre les méthodologies employées par ces deux chercheurs, et ont reformulé leur prophétie à la baisse, en gros. Certaines études parues après ont plutôt insisté sur le fait que tout au plus 8 ou 9% des emplois allaient être véritablement remplacés, et d'autres analyses qui étaient plutôt sur des séries historiques montraient que à l'horizon entre 1993 et 2017, on n'aurait pas eu de perte de travail en termes de heures travaillées. Voire, selon certains, même si on va regarder le nombre des effectifs et si on va regarder surtout un indicateur qui reste encore assez central pour nous, qui est le chômage, les pays qui ont le plus faible taux de chômage sont aussi les pays qui ont aujourd'hui le plus haut taux d'utilisation de robots industriels. Par exemple, la Corée du Sud, que vous voyez là, c'est le premier de ces 20 pays, c'est les pays du G20, a un niveau d'automation, c'est-à-dire nombre de robots par 10 000 salariés, qui est de 531, par contre, un taux de chômage de à peine 3,4%. Par comparaison, la France a un taux de robotisation de 127 robots pour 10 000 salariés et un taux de chômage plus important. À l'époque, c'était 9,6%. Donc, quel est le problème? Où est le problème là? Pour quelles raisons, malgré ces prophéties, on n'arrive pas à voir disparaître véritablement le travail? Eh bien, la raison peut-être est qu'on se trompe sur le type d'automation qu'on envisage comme celle qui va nous remplacer. Et surtout, on insiste beaucoup sur un aspect, ou plutôt sur un concept, sur une vision de l'intelligence artificielle qui serait celle qu'on a appris peut-être de la science-fiction, celle en blouse blanche, celle qui est faite de super cerveaux, ou alors de machines qui sont tellement performantes et omnipuissantes, et toutes puissantes plutôt on dirait en français, pardon, qui vont détruire le monde. Or, la réalité est autre. Les intelligences artificielles qu'on produit et qu'on commercialise, c'est-à-dire qu'on lance sur le marché aujourd'hui, eh ben, elles ressemblent plutôt à ça, à quelque chose de beaucoup plus humble, quelque chose que vous avez peut-être dans vos poches. C'est les assistants virtuels comme Siri dans votre iPhone, ou pour les moins chanceux d'entre vous, Cortana, si vous avez plutôt un smartphone Microsoft. Et pour les encore moins chanceux qui pendant les fêtes ont reçu un cadeau ou une enceinte connectée, et bien là encore, vous avez des intelligences artificielles qui s'appellent Alexa ou Google Home, avec lesquelles vous pouvez interagir, grosso modo, pour savoir la météo demain ou commander une pizza. Ce n'est pas vraiment l'intelligence artificielle telle que nous la vend chaque jour. On a plutôt affaire
à tout au plus des assistants virtuels et des assistants virtuels d'un type particulier. Parce que dans le jargon de l'industrie, c'est-à-dire des industries qui produisent effectivement ces intelligences artificielles, on parle de Human Assisted Virtual Assistants, c'est-à-dire des assistants virtuels qui sont à leur tour assistés par des êtres humains. Pour la simple et bonne raison que souvent ces intelligences artificielles ne sont pas assez performantes. Elles n'arrivent pas, par exemple, à interpréter toutes les requêtes que les êtres humains produisent. Elles n'arrivent pas à traiter toute l'information qu'elles stockent. Donc on a besoin d'êtres humains qui accompagnent, qui assistent, qui corrigent parfois ces intelligences artificielles. Et où est-ce qu'on les trouve? Eh bien, figurez-vous qu'il y a des sites spécialisés dans lesquels on peut effectivement louer, voire plutôt embaucher, pas vraiment embaucher, parce qu'en fait, ce n'est pas des gens qui sont employés, ce n'est pas des salariés. On les recrute, on va dire comme ça, des personnes qui vont jouer le jeu d'accompagner les assistants virtuels. J'en ai choisi un parmi vraiment des centaines de ce site et surtout des millions d'annonces comme celui-là. Donc c'est une annonce pour un assistant virtuel en français qui finalement va jouer le jeu de l'assistant virtuel Siri ou Cortana. Et la réalité est qu'une annonce comme celle-là, qui paye relativement bien, là on parle de $150 pour ce service, et ont plutôt 1h30 de travail par jour. Donc voilà, je vous assure, c'est payé relativement bien par rapport à d'autres sites qui poussent cette logique de tâcheronisation finalement du travail au service des intelligences artificielles, vraiment à l'extrême. J'ai nommé Amazon Mechanical Turk. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous, en 2019, ici, ont déjà entendu parler d'Amazon Mechanical Turk. Essayons un peu. Combien? Ah, une seule personne, mon Dieu. Alors, voilà. 2 personnes, pardon, Monique. Alors, je dois, pour tous les autres, certainement donner un petit aperçu, d'abord, de pourquoi Amazon a créé un service qui s'appelle Mechanical Turk. Alors, d'abord, il n'a rien à voir avec la Turquie. C'est plutôt basé sur une métaphore historique, donc un automate du XVIIIe siècle, qui était donc un joueur d'échecs affublé d'un costume traditionnel ottoman, d'où le nom de Turc mécanique. Mais ce joueur d'échecs exceptionnel, qui devait être par ailleurs la première intelligence artificielle, parce qu'il devait donc challenger des joueurs humains, et pour pouvoir justement jouer contre eux, il devait pouvoir simuler leur processus cognitif. Donc finalement, il devait être une intelligence artificielle. Petit problème, c'était un canular. En réalité, à l'intérieur de ce soi-disant automate, se cachait un être humain. Qui était-il? Bon. Les hypothèses sont multiples. Walter Benjamin nous parlait d'un nain bossu. D'autres parlaient plutôt d'un enfant très mince qui aurait été capable donc de faire bouger les pièces des échecs. Edgar Allan Poe, qui était un féroce raciste, insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un Italien brun et bossu lui aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, ça revient. Pour quelle raison Amazon Mechanical Turk s'appelle de cette manière? Bon, parce que, grosso modo, la même métaphore est utilisée par Jeff Bezos, donc le patron de Amazon, pour produire ce qu'il appelle aujourd'hui, et sans se cacher, de la artificial intelligence, c'est-à-dire de la fausse intelligence artificielle. Comment cela se passe? Bon, grosso modo, si vous arrivez sur Amazon Mechanical Turk, vous devez vous inscrire. Il y a 2 possibilités. Ou vous vous inscrivez en tant que travailleur, ou plutôt on vous appelle un turqueur, voilà, parce que justement ils refusent, ils mettent à distance la notion de travail. Vous n'êtes pas un travailleur, vous êtes un turqueur, et donc vous allez réaliser des micro-tâches qui servent à produire des intelligences artificielles. Ou alors vous êtes une entreprise, et alors vous vous inscrivez comme un requérant. Donc non pas un employeur, mais un requérant. Donc vous voyez, il y a toute une terminologie, toute une sémantique qui est utilisée pour mettre à distance la notion de travail, et pourtant c'est une plateforme qui sert pour produire du travail. De quel type? Par exemple, imaginez vous êtes une entreprise, vous devez numériser des masses énormes de tickets de caisse comme celui-là. Ou alors vous devez par exemple savoir de quoi il est question. Est-ce que cette personne a acheté des pommes ou des skis? Vous avez besoin tout simplement non seulement de scanneriser ces tickets de caisse, mais aussi que quelqu'un
annote, par exemple, ajoute un label, une étiquette du type, voilà, transaction pomme. Ou alors, par exemple, vous avez à organiser des playlists de morceaux de musique, donc playlist reggae, playlist, je ne sais pas, black metal, c'est mon genre préféré. Alors voilà, on s'imagine que les intelligences artificielles soient déjà capables de le faire. Or, mauvaise nouvelle, les intelligences artificielles ne sont pas comme Athènes surgissant de la tête de Zeus déjà prêtes au combat. Au contraire, il faut les entraîner, d'où l'idée effectivement du machine learning. Donc il faut que quelqu'un apprenne à ces personnes, à ces machines à faire ce qu'elles font. Et voilà, et qui sont-ils? Bon, c'est les turqueurs. Combien sont-ils payés? Très faiblement. Si on regarde quel est le niveau de certaines rémunérations, on a donc des tâches, plutôt des micro-tâches, on les appelle payées 1 centime, 2 centimes, certaines même 0 centime. Et de quel type de tâches s'agit-il? Alors là, on abandonne un peu le domaine d'Amazon Mechanical Turk, que je vous montre un peu certaines personnes que moi et mes collègues, nous avons interviewées dans le cadre de notre enquête en France, parce qu'il y a aussi des micro-travailleurs et des micro-travailleuses en France. Donc il y a 3 types de tâches principales qui servent à produire des intelligences artificielles et qui finalement peut-être répondent à notre question « Quel travail demain ?» Premier type de tâches, c'est des tâches de annotation, qualification et tri des données. Donc, c'est les humains qui entraînent, qui dressent les intelligences artificielles. Je vous donne un exemple concret. Voilà, ça c'est une personne que nous avons interviewée en 2017 qui devait, à longueur de journée, regarder des assiettes de salade et tracer des carrés autour des tomates. Seulement les tomates. Touche pas à la mozzarella. Et ça, c'est un verbatim de son interview. Donc, entourer une tomate, disait-elle, on a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde sait ce que c'est une tomate, enfin, j'espère. Après, si c'est là, je me dis que ça doit bien servir à quelqu'un pour quelque chose. Mais pourquoi, je ne sais pas. Bon, finalement, elle était en train de dresser une application de diététique. Donc finalement, c'était une application que vous avez sur votre mobile de régime qui permet par exemple de prendre en photo des assiettes et de calculer automatiquement, pas vraiment automatiquement, parce qu'on a besoin d'énormément de travail humain, les calories par exemple. Deuxième type d'activité, c'est l'activité qui consiste à tester, évaluer, corriger les intelligences artificielles, les résultats, par exemple, des moteurs de recherche ou justement des enceintes connectées que j'ai citées. Alors ça, c'est les humains qui valident les intelligences artificielles. L'une des personnes que nous avons interviewées, qu'on va appeler Julie, c'est un nom d'emprunt, c'était une personne qui travaillait pour justement corriger, valider les résultats d'une enceinte connectée de Microsoft, qui s'appelle Cortana. Et donc ce qu'elle faisait, elle disait, nous on était des transcripteurs, donc elle recevait ce que Cortana avait compris de ce que vous aviez dit, donc ce que l'utilisateur avait dit, et après elle devait dire si Cortana avait vraiment deviné ou pas. Et elle traitait en moyenne entre 120 et 170 transcriptions par heure. À quoi ça rassemblait son travail? Je vous montre une micro-tâche. Je vous montre vraiment une prise, pas une capture d'écran parce qu'on n'est peut-être pas autorisé, mais on a tout simplement pris une photo de son écran. Donc elle recevait, en haut vous voyez, un petit fichier audio, 5 secondes à peine. Elle devait écouter ce que la personne francophone avait dit. Et après, elle devait vérifier ce que Cortana, l'intelligence artificielle, avait compris. Et donc, en l'occurrence, je vous lis « Oui, Pascal, naïf, où il rencontra me suicider, si tu me suis, cours ». Alors, peut-être que là, il y a mort d'homme. Il faut vraiment vérifier. Et donc, après vérification, ce que elle, donc son oreille humaine, a compris est « Oui, parce que il faut qu'il rencontre là M. Sylvet et puis Marie-Thérèse, M. Gourand ». Donc, pas de suicide, bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, Cortana s'était planté royalement. Troisième type d'activité, c'est voilà, justement ce que Jeff Bezos cherchait à faire, de la artificial intelligence. Donc les humains remplacent les intelligences artificielles. Alors parfois, il s'agit carrément d'arnaque. Et parfois, tout simplement, c'est des intelligences artificielles qui ne sont pas assez performantes et donc elles rentrent en ce qu'on appelle mode dégradé. C'est-à-dire, on a besoin qu'un humain prenne la main. Je vous donne un exemple du
premier type, donc premier cas de figure. Donc, le cas de figure qui était carrément de l'arnaque au début, c'est une entreprise française qui, bon, vous voyez là le nom, hélas, il n'a pas été vraiment anonymisé, donc qui vend une intelligence artificielle qui, par exemple, vous permet de faire de la prise de rendez-vous automatique. Donc, vous dites tout simplement, moi je m'appelle Robert, moi je m'appelle Antonio, voilà, on connecte nos agendas sur nos smartphones en Bluetooth et cette intelligence artificielle va trouver le bon créneau pour se voir demain pour un rendez-vous. Mauvaise nouvelle, il se trouve que cette intelligence artificielle était faite largement à la main et au début, en gros, il fallait improviser. Je vous lis donc un témoignage publié sur un site de start-up. Il a fallu improviser et les dirigeants se sont chargés eux-mêmes de l'assistance. En clair, à ce stade, l'assistance virtuelle était en fait humaine. Bref. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence? Bon, on peut être d'accord sur un aspect avec un philosophe autrichien, c'est-à-dire Ludwig Wittgenstein, qui, en parlant de la célèbre machine de Turing, il disait en 1945, ces machines sont en réalité des êtres humains qui calculent. Il le disait. Je ne vais pas rentrer dans la discussion philosophique qu'il faisait dans ses Remarks on Philosophy of Psychology, mais grosso modo, je cherche tout simplement à tordre son concept et sa notion pour montrer qu'en effet, encore aujourd'hui, les machines que nous utilisons chaque jour sont, dans une large mesure, des humains qui réalisent des tâches de calcul, qui donc traitent les données, nettoient les données, et parfois font semblant d'être des machines qui calculent. Mais quels humains? Et je veux terminer avec ça. Si on regarde la communication commerciale des entreprises qui produisent des intelligences artificielles et même des entreprises qui produisent du micro-travail, donc du travail du clic, qui sert pour faire ces intelligences artificielles, on a un problème. Ces entreprises insistent beaucoup pour se montrer comme professionnelles, disons, sur des travailleurs. Elles montrent des travailleurs au travail qui rassemblent plutôt à ça. Ils sont très blancs, très blonds. Alors que la réalité est autre. Les micro-travailleurs que nous rencontrons chaque jour, ils rassemblent plutôt à ça. Ils sont des personnes qui sont, par exemple, installées dans des pays dans lesquels on peut véritablement payer 1 centime, 2 centimes pour une micro-tâche et à la fin du mois avoir des rémunérations à la hauteur de 20, 40, 60 $ par mois. Parce qu'il s'agit de pays dans lesquels, par exemple, le salaire moyen ne dépasse pas les 130 € ou les 130 $. Et donc, effectivement, avoir un complément, voire un remplacement de son revenu primaire qui arrive plus ou moins à faire la même chose en faisant des micro-tâches devient intéressant. Dans quel pays? Et surtout, quelle géographie du micro-travail et surtout, quelle géographie humaine de ce travail qui est provoqué et nécessaire pour produire des intelligences artificielles. Je vais m'appuyer, et ça va être vraiment ma conclusion, sur une cartographie produite par mes collègues du Oxford Internet Institute, donc c'est des géographes qui ont étudié les flux de micro-travail qui servent pour nourrir les intelligences artificielles. Donc, il faut une petite légende pour cette carte. Donc, chaque pays, évidemment, est représenté par un cercle. Le cercle est plus important si le pays a plus de transactions liées à ce travail du clic nécessaire pour produire des intelligences artificielles. Mais comme vous pouvez voir, certains cercles, certaines couronnes sont rouges et d'autres sont plutôt roses. Alors, rouge, c'est les pays dans lesquels sont installés les travailleurs du clic, qui donc produisent, assistent et parfois simulent les intelligences artificielles. Rose, plutôt les pays dans lesquels se trouvent les entreprises qui les recrutent. Et donc, regardons un peu quels sont les pays qui achètent du micro-travail, achètent du travail du clic. C'est l'Inde, les Philippines, le Bangladesh, le Pakistan, la Chine, mais aussi la Russie, l'Ukraine et la Pologne. Et si on regarde les pays qui achètent ce micro-travail, qui recrutent ces micro-travailleurs, c'est les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l'Australie. Évidemment, il y a un décalage important, une asymétrie importante sur la base des pays du Nord et des pays du Sud, c'est clair, pays à haut revenu et à faible revenu. Certains insistent aussi beaucoup sur la reproduction de certaines logiques coloniales, quoique, en effet, si on a dedans la Russie, l'Ukraine et la Pologne, peut-être que le prisme colonial n'est pas complètement adapté. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas adopter un prisme colonial de manière simpliste en imaginant que les pays dans lesquels se trouvent les micro-travailleurs sont passifs
dans cette dynamique. Au contraire, ils sont extrêmement actifs, ils sont agressifs même. L'Inde, la Chine sont deux géants industriels dans lesquels se trouvent des plateformes de microtravail des plus imposantes. Pour vous dire, la plateforme chinoise la plus importante de microtravail s'appelle Juba.jie, fait 15 millions de microtravailleurs, 15 millions de personnes qui entraînent des intelligences artificielles. Vous allez me dire, c'est une goutte dans la mer du marché de l'emploi chinois, certes, mais si on cumule toutes les plateformes dont on a connaissance aujourd'hui, on dépasse allègrement les 100 millions de personnes qui sont aujourd'hui au travail pour entraîner des intelligences artificielles. Donc il faut pas, on n'a même pas besoin de se projeter dans le futur pour voir qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures. Et je vais terminer donc avec un takeaway message, ou alors voire deux. Le premier est qu'en attendant que la destinée manifeste de l'intelligence artificielle contemporaine se concrétise, les êtres humains seront toujours nécessaires pour entraîner, vérifier et parfois simuler le travail des machines. Voilà, je pense que j'ai raté un passage dans ce message. Il y a un travail qui manque. Deuxième takeaway message, et c'est plus pessimiste, est que la disparition du travail humain n'est pas une conséquence inévitable de l'automation, alors que sa précarisation et son exploitation sont des effets non seulement possibles, mais hélas, déjà constatables des modalités de production de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.